Quelle est la place de l'amour en temps de guerre? Comment la guerre change-t-elle les relations entre les sexes? Quelle place a la solitude dans un monde qui bascule? Vous écoutez le podcast L'Ukraine face à la guerre. Ce podcast est enregistré en Ukraine et par des Ukrainiens. Dans ce podcast, nous racontons comment l'Ukraine continue à vivre et à résister face à l'agression russe. Nous proposons des analyses, mais aussi des témoignages. Nous essayons de vous faire comprendre l'Ukraine, son histoire, sa société et sa culture. Je m'appelle Tetiana Ogarkova. Je suis universitaire et journaliste, responsable du département international à l'Ukraine Crisis Media Center. Avec moi, Marina Komeda, écrivaine, auteure de Journal d'une Ukrainienne. Son deuxième livre, L'amour en temps de guerre, sort en novembre 2025 aux éditions de l'Aube. Marina, toi tu es écrivaine, mais aussi journaliste, ukrainienne et française aussi, parce que tu as 2 passeports, n'est-ce pas? Nous parlons avec toi au centre de Kiev. Nous avons déjà 2 podcasts enregistrés avec toi, 2 entretiens. Donc il y a un podcast sur ton premier livre, Journal d'une Ukrainienne, et puis un autre sur la région de Sumy, parce que toi tu es originaire de la ville de Sumy. Tu connais bien cette région qui est très exposée aux bombardements russes. Et aujourd'hui, tu sors ton deuxième livre en français sur l'amour. Ma première question, pourquoi l'amour? Bonjour Tania, merci pour cette nouvelle invitation. Ça me fait très plaisir de revenir à cet endroit et encore plus de parler pour la première fois de ce livre ici à Kiev en français. Pourquoi l'amour? Parce que la première fois que je suis retournée à Kiev en avril 2023, pour mon projet de film documentaire, je cherchais l'angle sous lequel je pouvais raconter la guerre. Je suis allée un peu partout, participer à un iftar du Ramadan qui se terminait à Kiev, dans des lieux culturels, à Sumy, à Lviv, à Kiev, et sur des applications de rencontres. Puis je parlais avec des amis de leur vie. Alors évidemment, tout le monde racontait son 24 février. C'était encore très frais, on va dire, et on sentait le besoin de le raconter. Mais on parlait aussi beaucoup de la vie et notamment de la recherche de l'amour. Et donc moi aussi, je suis allée sur des sites de rencontres pour regarder un peu comment ça se passe. Parce qu'il faut dire aussi que tu es célibataire, que tu t'es mariée et divorcée en France et tu es venue en Ukraine déjà comme célibataire. Donc tu avais tout intérêt d'aller dans les sites de rencontres. Tout à fait. Donc il y avait aussi cette curiosité. Qu'est-ce qu'un homme ukrainien que je n'ai pas fréquenté en tant que femme, j'entends depuis 17 ans. Et aussi comment ça se passe en Ukraine. À l'époque, j'ai vu un film de Pasolini sur l'Italie post-guerre qui explorait aussi cette question d'amour dans les années 40-50 en Italie. Et je me posais la question si ce n'était pas un angle sur lequel raconter la guerre. Sous cet angle plus humain. Ce thème n'est pas rentré dans le film directement. En revanche, ça a donné lieu à toute une série d'histoires que, malgré moi, j'ai commencé à un peu consigner, à recueillir. Les histoires ont commencé à venir à moi. Des papiers aussi journalistiques où j'accompagnais d'autres, où j'ai commencé à écrire moi-même. Et puis, à un moment, je réfléchissais à un autre projet du livre. J'ai été prise en résidence littéraire à Kharkiv. Puis, j'ai partagé avec mon éditeur français les 2 projets, celui sur l'amour et un autre. Et il a dit, mais en fait, allons-y, l'amour en temps de guerre, c'est un projet merveilleux. Et puis là-dedans, vous pourrez peut-être aussi raconter d'autres choses, mais c'est l'amour en temps de guerre qui a été
plébiscité par l'éditeur et sur lequel j'ai commencé à travailler en tant que livre, cette fois, à Kharkiv. Oui, donc Kharkiv, rappelons à nos auditeurs, c'est une ville à 40 kilomètres de la frontière russe, une ville qui souffre évidemment de bombardements très fréquents par des missiles, mais récemment aussi par des drones. Et donc c'est une ville où il y a cette résidence littéraire du musée littéraire en fait de Kharkiv et qui est une communauté absolument incroyable, mais c'est une vie très périlleuse. Et donc être résidence littéraire sous les bombes, c'est déjà pas banal non plus. Et puis c'est là, on peut facilement imaginer voilà, cette intensité de la vie de Kharkiv qui t'a fait penser à l'amour. En fait, quand on parle de la guerre, ça veut dire tout de suite la mort. Ça veut dire tout de suite la disparition, ça veut dire tout de suite la tragédie. C'est ça la réalité, en fait, la matière même de la guerre. Évidemment, il y a un paradoxe dans le titre même, Amour pendant la guerre. Si je te demanderais de... Je sais que le livre, ton livre, je l'ai lu, la moitié déjà de ce livre, et donc je vois que la matière est extrêmement riche, on ne peut pas le résumer aussi facilement que cela, mais si on te demandait comme ça de raconter la différence fondamentale entre l'amour avant la guerre, l'amour sans guerre, l'amour en paix et l'amour en guerre, est-ce qu'il y a quelque chose de différent, ou bien plutôt dans cette multitude d'histoires que tu décris dans ton livre, tu constates que pendant la guerre, il y a la mort, il y a tout, mais l'amour reste le même. Oui, il y a peut-être deux choses qui ressortent souvent de la bouche des personnes qui m'ont raconté leurs histoires et qui, je pense, distinguent un peu ce temps très spécial. C'est la densité du temps. Comment se déroule le temps, en fait, il est très dense. Il est à couper à couteau. Il passe très vite. Et comme disait l'illustrateur aussi du livre, l'artiste de Kharkiv, Konstantin Zorkin, le temps est ancré dans le temps présent, puisqu'il n'y a pas de futur. On ne peut pas envisager le futur. À partir de là, on perd le lien avec le passé. Et tout ça, voilà, selon lui, rompt toute la construction. Donc, et c'est revenu à plusieurs reprises de la part des personnes que j'ai interviewées, c'est que ça précipite parfois beaucoup les décisions, ça nous pousse parfois à des choses qui prendraient des années, des semaines, des mois dans une vie, disons, normale. Puisqu'on vit avec cette sensation de peut-être ne pas se réveiller demain matin. Donc, à quoi bon attendre ? Mais donc, tout en se précipitant, beaucoup les décisions de vie, les décisions un peu cruciales, significatives, ça nous ramène aussi à ce qui est le plus important en ce temps, qui du coup n'a pas de passé, n'a pas d'avenir, mais qui nous ramène à soi-même peut-être aussi. Je citais une journaliste, une écrivaine qui disait que la guerre en Ukraine, c'est aussi le retour à soi-même, enfin, le chemin vers soi-même le plus possible. C'est peut-être ça aussi qu'on voit beaucoup dans ces témoignages. Si aujourd'hui je dois décider faire une proposition à cette femme ou pas, utiliser ces embryons faits en FIV avec un mari qui est décédé au front ou pas, ou les laisser. Voilà, je reviens à ce qui est le plus important pour moi, ce qu'il a été toujours, et je prends cette décision, alors beaucoup plus vite, mais en s'appuyant vraiment sur ce qui est le plus profond. Oui, donc la guerre, c'est comme présent éternel. Voilà, donc c'est aujourd'hui ou peut-être jamais. Tu expliques, je me rappelle un épisode dans ton livre, tu expliques que les militaires, pendant la guerre, ils ont le droit de se marier en une journée, donc même côté formalité. En 2 heures. En 2 heures. Ils peuvent se présenter dans un centre d'enregistrement civil et
déposer la demande et être marié dans les 2 heures qui viennent. Oui, et donc il y a histoire de mariage, d'un mariage qui était organisé en 2 jours. Il y a cette femme militaire et cet homme qui est aussi militaire. Ils sont pas dans la même brigade, ni dans la même ville, ni dans le même secteur du front. Ils sont croisés. Et après, ils ont 2 jours pour acheter la robe de mariage, pour penser à ceci, à cela, qui est invité, organiser déjà cette fête, cette espèce de fête quand même, et puis signer le papier, puis devenir mari et femme. Et donc, c'est vrai, ça démontre cette intensité de temps. Donc, c'est le présent éternel parce que justement, et c'est là que se retrouvent la mort et l'amour. Parce que en présence de la mort imminente, qui peut être vraiment très rapide, donc l'amour devient plus actif et plus impatient peut-être. C'est peut-être effectivement dans cet amour qu'on cherche un peu cette transcendance, la vie éternelle, comme disait un des interviewés. Et, c'est ce qu'on recherche peut-être encore plus en étant confronté à la mort quotidiennement. Et c'est malheureusement aussi ce qui est le plus difficile à trouver quand on est un soldat sur la ligne de front, entouré principalement d'hommes dans ces villes et villages qui longent la ligne de front. Ouais. Et là, expliquons à nos auditeurs en fait que le livre, peut-être un film après, basé sur ce livre, il est composé de la sorte de proposer au lecteur une multitude d'histoires personnelles. C'est-à-dire que on comprend tout de suite, en fait, dès les premières lignes, dès les premières pages de ton livre, que ceci, derrière tout cela, il y a des heures, des dizaines d'heures, peut-être des centaines d'heures de conversation. C'est-à-dire que ce n'est pas un récit personnel, ce n'est pas un récit basé sur ce que tu as entendu voilà, dans ton cercle, mais c'est le fruit des voyages tout à fait soutenu vers des lignes du front, mais aussi à l'intérieur du pays, en fait partout. Tu organises des interviews avec des gens, on va dire ordinaires, des gens, des citoyens, qui te parlent de l'amour. Donc, ils sont combien? Je n'ai pas fait des calculs, mais on peut dire quelques dizaines. Alors même plus, je pense qu'il y a peut-être une quarantaine d'histoires qui font partie du livre de manière plus ou moins développée. Certains, je ne fais que les citer. Au total, je pense que j'ai recueilli une soixantaine d'entretiens et évidemment, certaines étaient des entrevues de 20 minutes avec un soldat qui était entre 2 missions, qui voulait absolument me raconter l'étape dans laquelle il était dans sa vie à Sloviansk en juillet. Et puis d'autres, c'est des discussions autour d'un verre de vin ou 2 ou 3 avec des amis à Lviv le lendemain du jour de l'an, où ils me partageaient leur histoire à travers les frontières. Et effectivement, j'étais très inspirée depuis de nombreuses années par le travail de Svetlana Alexievitch et la manière dont elle donne la parole aux gens. Alors, elle est beaucoup moins présente dans ce livre, évidemment, que moi. Nous, la partie pris pour ce livre, c'est avoir ce fil conducteur. Moi qui me déplace aussi dans le pays, qui le découvre aussi en quelque sorte, et qui découvre la manière dont on s'aime ici aussi, en temps de guerre. Avec quand même quelques histoires personnelles. Et puis surtout, dans le livre, il y a aussi des personnes qui me sont proches. Et je pense que c'est aussi cette complicité qui a fait qu'on m'a raconté ces histoires. Je pense notamment à cet ami d'enfance qui raconte ses recherches sur ses interrogations sur le polyamour, alors qu'il est mère de famille avec 2 enfants. Voilà, donc on voit en fait d'ailleurs toute la diversité de phénomènes, puisque dans ce livre, on trouve des jeunes, parce que quand on dit amour, on s'imagine facilement des adolescents, des jeunes gens, mais en fait, dans ton livre, on voit des multitudes d'histoires, des jeunes, il y a des vieux, des gens âgés, des plus vieux, moins vieux, mais bon, tout âge confondu en fait. On trouve des couples hétérosexuels, mais on trouve tout aussi bien des couples et des histoires homosexuelles, hommes et femmes, pareil.
Donc c'est-à-dire qu'on a au final une espèce de tableau, je dirais pas exhaustif, mais peut-être pas, rien n'est exhaustif, aucun livre ne peut pas être exhaustif, mais un tableau assez complet et très diversifié en fait de ce phénomène de l'amour pendant la guerre. Donc qu'il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de vision unie en fait. Et ce qui étonne en fait le lecteur, parce qu'on se dit, quand on dit guerre, amour, on pense tout de suite à une version plus homogène en fait de l'amour. Ça veut dire rupture pendant la... Qu'est-ce que ça veut dire pour l'amour, la guerre? Ça veut dire rupture, ça veut dire tragédie, ça veut dire aussi peut-être la vie intense, les nouvelles retrouvailles ou un amour court. Parce que la guerre, parce que la mort ou bien départ. On pense aussi à des mariages brisés à cause de la guerre, parce que la femme avec enfant, par exemple, elle part à l'étranger. Mais dans ce qu'on découvre dans ton livre, c'est que tu te laisses guider par la réalité elle-même, un peu très diverse, un peu peut-être trop diverse, et pas du tout idéologique. Euh, Effectivement, je ne cherchais pas à être exhaustive, même si c'était important pour moi d'avoir aussi bien entendre les histoires des jeunes, comment on s'aime aujourd'hui quand on a 18 ans. Et il y a cette histoire du couple à Izium qui se sont rencontrés suite à un accident de route, hein, et qui annoncent leur mariage presque comme un jeu, en fait, presque comme un défi. Allez, on va se marier, bah oui, pourquoi pas. Et puis ils s'offrent des jouets d'enfants. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'aperçois. Et puis ce couple de déplacés, pareil dans la banlieue d'Izium, mais déplacés de plus loin d'un village qui est aujourd'hui occupé, et qui, d'un coup, quand on leur pose la question sur l'amour, se souviennent leur rencontre il y a 45 ans. Et deviennent un peu ces enfants-là. Ils racontent on s'est rencontrés à un mariage, c'était pas le nôtre. Et puis, on sait ce que l'autre pense. Parfois, il n'a même pas besoin de le dire. Donc, on retrouve aussi cette presque les enfants en eux. Alors, il y a quand même quelques histoires. Il y a des histoires tristes aussi, même beaucoup. Hein. Il y a des histoires de deuil, notamment la dernière. Et c'est une personne qui vit ce deuil depuis un an. Il y a une histoire de renaissance aussi, en quelque sorte, où cette femme qui a décidé de faire une FIV alors que son mari venait de décéder, donc D'être tué. D'être tuée au front, et elle l'a fait alors même en contournant quelques règles administratives, mais comme elle le dit, c'est ce qui m'a maintenue en vie, et c'est pour moi l'expression ultime de mon amour et de notre amour. Et puisque c'est lui, il a tant voulu cet enfant, il a tout fait pendant quelques années pour qu'on puisse avoir cet enfant. Et effectivement, j'ai rencontré cet enfant. Cet enfant, il a les yeux de son père, quand on regarde les photos. Donc, c'est des histoires très, très tristes, très, très tragiques, mais il y a tellement d'amour quand ces personnes les racontent que pour moi, finalement, c'est des histoires qui apportent un espoir. Et je pense aussi à cet homme, un policier à Sloviansk, qui un peu un grand ours tatoué, impressionnant, qui me dit qu'il a envoyé sa femme et ses 2 enfants à l'étranger. Et c'était à son initiative, parce qu'il n'avait pas envie de se retrouver sans enfants. Alors sa femme a fini par trouver un homme en Pologne. Il l'a perdu. Ça s'est passé à l'amiable, leur séparation. Et puis il dit, je ne regrette pas avoir perdu ma femme parce que la vie de mes enfants est plus importante. Et de la même manière, j'y trouve aussi, j'entends dans ces mots aussi beaucoup d'amour. Oui, c'est très touchant cette histoire. Je me la rappelle très bien en fait. Voilà l'histoire de cet homme-là qui, quand
quand même content pour ses enfants qui sont à l'étranger, qui sont en sécurité, alors que lui, et malheureusement aussi, si on parle des tendances, je ne sais pas si on peut parler des tendances pendant la guerre, mais c'est une histoire type, en fait, qui est plus fréquente qu'un autre. Ou bien notre histoire type, on peut imaginer un amour rapide, un amour, voilà, un mariage, on fait connaissance hier, on se marie, après on vit, voilà, avec une intensité inouïe, voilà, tous les sentiments, voilà, chaque jour compte comme une année dans la vie normale, parce que, voilà, donc toute cette intensité après les enfants qui naissent ou qui naissent pas, parce qu'il y a un ou l'autre qui disparaît, donc tout ceci fait partie de ce type. En lisant ce livre, il y a toujours cette question, mais comment parce que c'est un livre documentaire. C'est un livre où rien n'est inventé, rien n'est imaginé. Tout est fruit, en fait, de la documentation, de la conversation avec des gens réels, qui ne sont pas, pour la plupart, des gens qui parlent de l'amour tous les jours, parce que ce ne sont pas des professionnels de l'amour, ce sont des gens qui ont tout un tas de professions, des métiers qui sont, voilà, différents. Comment tu les abordes? Comment déjà tu proposes, voilà, je vous propose une interview sur l'amour. Comment c'est organisé? Comment faire de la sorte que la personne raconte des choses importantes, profondes, significatives? Je dirais même que j'ai cherché à interroger les gens dont ce n'est pas le métier de parler ou de raconter les histoires, puisque on en parle d'une autre manière. Même s'il y a deux journalistes dans le lot aussi, il y a quand même un artiste. Ça se passait de manière très différente d'une interview à l'autre. Lors de mon voyage près de la ligne de front, j'annonçais même que je venais à la recherche d'histoires d'amour ou de solitude ou de séparation. Donc je disais bien amour, solitude et séparation, puisque quand tu annonces que le thème de l'amour, ça attriste aussi beaucoup les gens. Beaucoup ressentent bien plus la solitude au quotidien. Pour les faire vraiment parler de l'amour, il faut passer quelques étapes. Par exemple, on était à Kramatorsk il y a 1 an et demi pour un papier journalistique plutôt sur les pratiques sexuelles des militaires au front. Et je me souviens, une association qui travaille avec les travailleuses de sexe nous disait ce n'est pas d'actualité, il y a des choses bien plus importantes. Or, c'est tout le contraire que je n'arrêtais pas d'entendre de la part des militaires, des habitants, et même d'une autre association finalement qui a accepté de nous parler et qui disait, mais au contraire, comme disait cette militaire, Olena Rich, qui est publique, qui en parle ouvertement, nous sommes des gens ordinaires, simplement qui faisons quelque chose assez extraordinaire aux yeux aussi de la population, puisqu'on risque notre vie. Mais il y a cette héroïsation du militaire qui apparemment n'a pas le droit aussi au plaisir, à l'amour, mais aussi à la luxure et autres. Elle le refute. Et donc nous, précisément, à l'époque avec cette collègue et puis par la suite toute seule, je recevais plutôt un très très bon accueil à de très rares exceptions. Une, je crois, où quelqu'un m'a pris à partie pour les motivations qui m'ont poussé à aller collecter ces histoires. C'est une personne qui m'a dit vous recherchez à recenser la misère des autres. Je dis non, bien au contraire. Et surtout que les gens ont envie d'en parler, et de tout un tas d'histoires, hein, que ce soit heureuses ou des histoires malheureuses, ils ont envie de les raconter en fait. Cette solitude est quelque chose qui transit beaucoup les gens, et qui crée aussi les différences d'expérience entre les militaires ou même les habitants de la ligne de front et les habitants qui sont un peu plus loin, même si dans les grandes villes aussi on est confronté à des frappes et on meurt.
Donc les gens ont envie d'en parler. Donc la recherche d'histoire, d'amour, de solitude recueillait un très bon accueil et je trouvais très facilement des histoires et on continuait à m'écrire. Et puis certaines personnes avec qui on n'a pas eu le temps de se voir sur la ligne de front me contactaient des semaines après en disant « Je suis de passage à Kiev, est-ce qu'on peut se voir? J'ai une histoire à raconter. » C'est-à-dire que c'est un sujet vivant, c'est un sujet qui intéresse les gens. Si on ne le présente pas un sujet sur l'amour, parce que ce n'est pas tout et chacun qu'on puisse être aussi chanceux que d'avoir une histoire à raconter. Par contre, si tu poses la question solitude pendant la guerre, évidemment, et là aussi un paradoxe, parce que la guerre, ça veut dire que tu es toujours dans un collectif. Si tu es en tout cas encadré, ça veut dire que tu es toujours avec quelqu'un, tu n'es jamais seul. Parce qu'il y a une autre plante qui provient des militaires, c'est qu'on n'est jamais seul. Il y a toujours ce manque de privé, de l'espace privé, parce que tu es toujours avec les autres, mais ce sont des personnes de ton sexe pour la plupart, c'est-à-dire les mecs avec les mecs, bon, parfois les femmes, mais c'est quand même séparé. Et donc là, ça fait... Bon, ça peut être aussi ensemble, mais voilà, ça donne pas... C'est à la fois le manque de solitude, le manque de l'espace privé, mais à la fois beaucoup de solitude, parce que soit ce sont des relations qui sont derrière, soit il n'y a pas de relation, mais tu as par exemple l'âge de pouvoir faire des rencontres, mais tu peux pas parce que tu es dans les tranchées. Soit tu peux le faire même en permission, mais les femmes te regardent, allô, militaire. Voilà, tu parles beaucoup de ce phénomène dans ton livre. Pourquoi les femmes, à l'arrière, ne veulent-elles pas, toujours en tout cas, voir des militaires ou être ensemble avec des militaires? Et là, oui, le sentiment de solitude et le besoin de ce contact sur un autre sujet que le fait militaire ou de parler à une femme ou à une autre personne qui peut t'écouter et te comprendre, c'est revenu plusieurs fois. Cette connaissance, Igor, qui est homosexuel et que je connais maintenant depuis 1 an et que j'ai déjà interviewé, il me le disait, je ne peux pas en parler à ma famille, je ne peux pas en parler dans mon unité, mais parfois c'est plus facile d'en parler à un inconnu. Même histoire avec Ruslan de ma ville natale qui me raconte ses suspicions de la tromperie de sa femme et qu'il est très content de juste partager un café avec quelqu'un. Il me montre ses ustensiles de pêche, qui est son activité préférée. Et il me dit qu'il cherche absolument rien sur des sites de rencontres. Donc voilà. Et puis beaucoup d'hommes, effectivement, se plaignent de la manière dont on les traite quand ils sont militaires sur ces mêmes applications de rencontres, puisqu'il peut y avoir des extirpations un peu d'argent. Et puis ils en donnent aussi. Plusieurs m'ont raconté comment... sur des applications de rencontres, ils cèdent assez rapidement à des demandes d'argent, ils font des virements. Puis sur la ligne de front, beaucoup ont des bonus liés à la présence sur le point zéro, ce qu'on appelle le point zéro, la ligne de combat. Donc ils ont une grosse capacité d'achat par rapport au reste de la population. La population locale, près des lignes de front, a aussi perdu beaucoup les emplois, les capacités de générer des revenus. Donc, ils se retrouvent un peu en codépendance. Donc, oui, on peut les demander de l'argent. Il y en a aussi qui refusent de voir les militaires puisque elles ne sont pas prêtes à vivre un potentiel deuil. Notamment, on l'entend souvent... quand il s'agit de ces fantassins, des soldats qui participent à l'assaut, puisque c'est ceux qui meurent le plus, on va dire, dont la mortalité est plus élevée que dans d'autres spécialités dans l'armée. Mais c'est aussi faux, puisque beaucoup de femmes ont au contraire cette sensibilité envers un homme qui est engagé dans le destin de son pays. Et ça aussi, on le voit dans le livre, avec cette histoire de la militaire Svetlana qui a quitté son mari, puisque à la question un peu existentielle, qui d'entre nous deux va dans l'armée, puisqu'on doit y aller, son mari a refusé. Lui, alors que lui, il était officier. Il était officier. Il avait l'amitié.
Il avait la spécialité en télécommunication sur lequel elle l'interrogeait. Et puis, elle s'est engagée, elle. Et puis, elle l'a quitté. Il est le tuteur légal de leur fille. Donc, il n'ira jamais dans l'armée maintenant. En tout cas, à moins qu'il le décide volontairement. Et elle me dit, moi, c'est hors de question. Enfin, ce n'est pas possible. Je n'imagine pas ma vie avec un autre personne qu'un militaire. Et d'ailleurs, c'est un militaire qui me l'a présenté, avec qui elle a une histoire. Et il voulait, en me la présentant, il m'a dit qu'il m'appellera après l'entretien pour savoir si elle veut toujours une relation avec lui, ce qui m'a beaucoup fait rire. Et elle, c'est cette dame-là qui aimait des hommes tatoués. Oui. C'est celle-là. Les hommes tatoués et qui m'a fort, montré, guerrier, voilà. Et qui m'a montré leur tatou qu'ils ont fait ensemble et qui m'a écrit quelques jours plus tard en me disant quelque chose s'est passé, on est à nouveau ensemble et qui continue à m'envoyer leurs photos à deux. Donc voilà, c'est une personne qui ne s'imagine pas avec un autre homme qu'un militaire, puisque pour elle, cet engagement est important. Une autre personne qui vient des territoires occupés a raconté la même chose après avoir tenté plusieurs histoires avec quelqu'un revenu de captivité, quelqu'un qui se cachait de la mobilisation, deux profils à l'opposé dans notre contexte de guerre, a fini par rencontrer près de Svetogirsk, lors d'un camp pour enfants qu'elle animait, un militaire avec lequel elle vit aujourd'hui à Kharkiv, et qui fait cette réflexion qu'elle ne s'imagine pas avec quelqu'un qui se sent détaché du destin du pays. Et j'avoue que je partage tout à fait son point de vue. Je l'ai constaté moi-même aussi, d'avoir du mal d'avoir ces filtres de lecture que je pose sans le vouloir sur un homme en Ukraine, celui qui est en arrière-pays, pourquoi Et ce qui nécessite du coup d'avoir plus d'informations. Donc il y a beaucoup de femmes aussi qui choisissent des hommes qui sont engagés dans le destin de leur pays en tout cas. Oui, donc évidemment, donc voilà, c'est cette image de quelqu'un qui n'est pas indifférent. Évidemment, il parle plus aux femmes, on aurait pu l'imaginer, mais on peut imaginer aussi la situation inverse. Hein. Quand, par exemple, la femme, il y a ce terme péjoratif, Uchelant, comment on aurait dit en français, celui qui fuit, celui qui évite la mobilisation, fuyard. Et que là, les femmes, parce que la femme, elle comprend que, voilà, si on parle long terme, s'il est militaire, alors ça voudra dire très concrètement pour elle qu'elle sera seule, ou que s'il y a les enfants, qu'elle sera seule. Et donc, c'est pas tout le monde qui serait d'accord pour cela. Et donc, dans ce tableau tout à fait divers que tu dresses, il y a ce thème qui revient de temps en temps, le thème de l'homosexualité. C'est un sujet, je dirais pas tabou, mais quand même un peu tabou aussi, c'est quand on est dans l'armée. Qu'est-ce que tu as découvert? Et donc là, c'est évidemment lié à la solitude, parce qu'il y a cette histoire-là de ce garçon qui est dans l'armée, qui a l'histoire d'amour avec un autre homme qui, lui, il est bien en arrière, il est même à l'ouest depuis. Quelle place pour l'homosexualité dans l'armée ukrainienne? C'est un phénomène qui est peut-être celui qui vit une des plus grandes mutations, que ce soit dans la société ukrainienne, mais aussi dans l'armée. Et je pense qu'on peut le citer aussi pour le statut de femme. Il y a 2 ans, je pense, un projet de loi même a été enregistré pour légaliser l'union civile, donc un équivalent de Pax français en Ukraine, notamment à cause de cette présence importante de personnes homosexuelles dans l'armée, portée par Inna Sovsun, qui elle-même est partenaire d'un militaire, donc qui est au front, et qui est elle aussi... Mais c'est un couple hétérosexuel, donc, mais elle défend les droits de ceux qui ne le sont pas. Tout à fait, puis elle porte aussi d'autres lois, on va dire, progressistes en Ukraine.
Et donc, elle est très active sur cette loi-là, aussi bien que certaines associations LGBTQI. Il y a une 15, peut-être 1500 de homosexuels militaires qui ont fait leur coming out, mais il y en a bien plus qui n'en ont pas fait. Igor, celui que j'ai interviewé, en fait partie. Il est absolument pas ouvert dans son unité. Et il m'a dit, il est convaincu que si on apprenne son homosexualité, on l'enverra en assaut. Et à ma question assez naïve, mais comment ça? Mais c'est pas possible. Il est convaincu qu'on a envoyé les gens en assaut pour bien moins que ça. Et quand on comprend pas quelque chose, on a peur de ça et on l'écarte de soi-même. En même temps, une amie ici fait un film sur 2 homosexuels dans l'armée. Donc c'est une réalité qui, je pense, est en pleine mutation et qui a des expressions très différentes d'une unité à l'autre, d'un groupe à l'autre. Peut-être dans les brigades bien plus récentes, modernes, jeunes, ça ne pose pas de problème. Et puis dans d'autres, selon la composition des unités, ça peut donner lieu à tout un autre rapport, voire l'homophobie ouverte envers ces personnes-là. Et j'ai envie de dire, même histoire avec la présence de femmes, où il y a des unités où les femmes sont commandantes, présentes dans tout un tas de positions de combat, et puis d'autres où on n'embauche pas les femmes tout court dans une unité, ou en tout cas on restreigne leur place à un certain type de poste, comme forcément un métier médical ou un métier lié avec la gestion de papier. Ou cuisinière ou cuisinière. Par exemple, voilà. Ou logistique. Voilà. La dernière question à toi, Marina. Tu as terminé ce livre. Quel était ton sentiment après avoir parcouru autant d'histoires, autant de destins, et sont nombreuses? Tu as dit 60, plus de 60 histoires, alors ça fait beaucoup, ça fait un temps de monde. On peut imaginer que tu restes en contact avec un nombre d'entre ces personnes qui t'ont ouvert son âme, ils ont vu en toi une espèce de psychothérapeute ou quelqu'un, une âme, voilà, quelqu'un qui sera là à écouter ton histoire et qui sera là comme ça, prêterait une oreille. Quel serait ton sentiment final après avoir parcouru l'Ukraine à la recherche de l'amour? D'abord, je suis très reconnaissante à toutes ces personnes qui se sont ouvertes à moi, puisque c'est des histoires très personnelles, parfois très douloureuses, et je me sens très enrichie de les avoir entendues. Beaucoup de ces personnes sont devenues, sinon pas amies, mais en tout cas des proches avec qui on se revoit, on garde contact. Malheureusement, pas toujours pour avoir de bonnes nouvelles. Aussi bien l'enfant de Maria grandit et elle m'envoie des photos et on programme une journée ensemble, que Victoria m'a annoncé il y a quelques jours que Sacha, donc, avec lequel ils sont mariés en décembre, à peine un mois après le début de leur relation, vient d'être porté disparu. Et évidemment, je me sens maintenant impliquée en partie dans les histoires de vie de ces personnes-là. Donc, quand Alina à Lviv célèbre l'installation d'une plaque en mémoire de son fiancé décédé à Koursk, je suis allée voir sa tombe au Champ de Mars et je la soutiens. Je vais essayer de faire pareil avec Victoria. Véronica qui attend un enfant, mais elle me tient au courant quand elle arrive à revoir son mari, le déroulement de sa grossesse. Donc tu ne peux pas disparaître et les vies de ces gens-là ne disparaissent pas de ta vie. Donc en ça, c'est le sentiment avec lequel je quitte le travail sur ce livre, c'est ce lien qui se crée et qui est plus fort que tout, enfin même la mort, même si on aimerait que la guerre se termine et pouvoir retourner à nos vies un peu plus ordinaires que ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui.
Oui. Et donc au final, on voit que le livre ne se termine pas parce que tu as voulu écrire un livre, tu l'as écrit, il est publié. Nous invitons nos auditeurs évidemment de l'acheter, de le lire, etc. Mais pour toi, tu as gagné autre chose. Tu as gagné des histoires des gens. Et tu as reçu beaucoup de choses que tu vas suivre, tu le veux ou pas. Les gens vont te contacter pour raconter leurs nouvelles, tristes et joyeuses, peut-être aussi. Mais voilà, tout un tas d'histoires. Et donc, c'est là aussi, cette humanité pendant la guerre qui compte beaucoup. Merci beaucoup, Marina, pour cet échange et pour le livre qui ouvre un visage méconnu, en fait, de l'Ukraine pendant la guerre. Ce que pendant la guerre, il y a la vie. Il y a évidemment beaucoup de tristesse, beaucoup de pertes, beaucoup de morts, mais il y a aussi des retrouvailles, il y a la vie qui continue malgré tout. Merci beaucoup. Merci pour cette conversation. C'était le podcast L'Ukraine face à la guerre. N'hésitez pas de partager cette émission. Nous n'allons pas tarder à enregistrer et diffuser d'autres épisodes. Je m'appelle Tetiana Ogarkova. J'avais à mes côtés Marina Koumida, écrivaine, auteure de Journal d'une Ukrainienne. Son deuxième livre, L'amour en temps de guerre, sera en novembre 2025 aux éditions de l'Aube. Restez avec nous et soutenez l'Ukraine.